Bonsoir à tous. Le samedi 2 septembre 2023, les électeurs ivoiriens ont été invités aux urnes pour élire les prochains maires et conseillers municipaux régionaux de la Côte d'Ivoire. Et depuis hier, dimanche 3 septembre 2023, nous en savons un peu plus sur les résultats partiels de ce scrutin délivré par la commission électorale indépendante. Avec ma team, on décrypte dans ce talk la moisson des partis politiques et celle des indépendants et bien entendu du poids de ce beau monde dans le nouveau paysage politique ivoirien. Bienvenue à tous dans le talk sur Live TV, la télé sans filtre. Et on est heureux de vous retrouver à nouveau sur ce plateau du talk. Vous êtes sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de rester sur les différents canaux et de ne pas manquer de nous regarder donc, sur les réseaux sociaux. C'est un direct que vous avez, donc vous avez la possibilité de commenter, de nous lâcher des commentaires et de partager tout en likant le direct de cette émission, le talk sur Live TV, la télé sans filtre. Je suis Eric Landry, bon, vous le savez, et puis Isabelle Beauvort. Bonsoir Eric, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Et c'est au jaune moutarde olive. Écoute, je sais pas, j'ai envie de dire c'est du vert. C'est du vert ouais, du vert. Vert olive, vert moutarde, mais c'est tout beau. Pas. Hein, assorti à ton teint et tout va bien. C'est pas Barry Abdourahmane qui me dira le contraire, lui qui fait un beau sourire. On te regarde, hein. Barry, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Quelqu'un m'a dit il a un visage tout candide, on a l'impression que c'est un grand innocent dans cette vie. Je dis pas du tout. Voilà, Herman Aboua. Bonsoir Eric, bonsoir chers téléspectateurs. D'accord. Merci à tout le monde. T'étais où? T'étais à l'épée, c'est ça? Ouais, j'étais à l'épée. Ça va bien avant? Ça va. C'est chez moi, j'y vais souvent. D'accord. Voilà, c'est l'attier ou la criée de la team. Voilà. Et l'autre western de la team, aussi en vert, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment ça? Vert fluo. C'est ça. C'est pas le vert de l'Africa, ça. Non, pas du tout, c'est pas le vert de l'Africa. Désiré Dédéo, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir la team, bonsoir chez vous. Comment ça va? Ouais, ça va quand même. Week-end un peu speed. Très bien. Je voudrais saluer toute l'équipe éditoriale, Maïmike, tout le monde, Racis. Le chef Stéphane de l'édito à la FTV, je voudrais saluer aussi, pourquoi pas, la réalisatrice Eliane Lago. Tout ça pour vous dire que je vous entendais dans mon oreille. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris. Merci de nous aider à bien faire cette émission. C'est ce que vous avez toujours fait depuis le début de ces vacances. Vous nous avez toujours aidés. Et puis on va y aller tout de suite avec Ça fait l'actu. Voilà, premier élément. Donc ça fait l'actu. On a voté, on l'a dit, le 2 septembre en Côte d'Ivoire pour les municipales et les régionales. Et dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé. On va quand même faire ou survoler tout l'ensemble du territoire pour que chacun de nous donne son avis sur le déroulement de ce scrutin. On va commencer par Herman Aboua. Bon, le scrutin, on l'a déjà dit, hein, on avait fait même un plateau spécial là-dessus. C'est plus ou moins bien déroulé, malgré à certains endroits où il y a eu des difficultés qui font que des résultats souvent tardent à venir. Ça s'est bien déroulé. Moi, je voudrais surtout parler de la grande victoire du parti au pouvoir et la débâcle, je pourrais dire, de l'opposition, mais principalement de la gauche ivoirienne qui, pour moi, aujourd'hui, au vu de ces résultats-là, on est à plus de 2/3 des résultats au niveau des municipales et à quasiment tout l'ensemble des résultats. On voit que la gauche ivoirienne a peiné. Bon, peut-être qu'on viendra point par point, mais on sent le RHDP qui est parti au pouvoir, qui a beaucoup plus stratégiquement mûri, mais ce n'est pas nouveau pour ce parti-là. Du moment où, déjà en 2001, il y a eu le RDR, qui est le parti originel du RHDP, s'est déjà bien comporté lors des municipales en 2001, en remportant malgré le fait que ce parti n'était pas au pouvoir. Aujourd'hui, il a l'habitude, on pourrait dire, des municipales et vient confirmer dans un contexte d'après-crise qui a créé des bastions. On voit que c'est un parti aujourd'hui qui n'est pas seulement au niveau du nord, mais qui conserve aussi une bonne avance dans le sud, qui s'est implanté dans le sud. On pourra revenir encore là-dessus. On pourra revenir dessus. Je voudrais avec Désiré tout de même qu'on analyse tout l'ensemble de ces élections-là, avec la participation des Ivoiriens, on a la mobilisation. Quand même un taux de participation qui est resté quand même un peu faible. On est autour des
30%, enfin pratiquement dans bon nombre de localités. Ça va en fait interroger aussi, comment dirais-je, le fait que les Ivoiriens ne s'intéressent plus forcément à la chose politique. Et après, c'est aussi prendre en compte le fait qu'on sort de crise, et on a quand même connu 10 bonnes années de crise, donc les gens n'ont plus forcément confiance au vote. Faut pouvoir rassurer les citoyens quant à l'importance du vote. Et puis, ça montre aussi le fait que certains discours sont dépassés. Parce que, pour rejoindre Herman, hein, quand on voit la débâcle de ce qu'on pourrait appeler la gauche ivoirienne, ou encore de l'autre partie de l'opposition, le PDCI, il faut se poser des questions, de savoir si vraiment ces personnes-là, ces élus locaux, étaient vraiment à l'écoute de leur population. Parce qu'il y a quand même des localités où on a eu l'impression qu'il y a eu des votes sanctions de la population. Mais dans la suite du débat, on pourra en revenir. Très bien. Isabelle, le point observé sur tout l'ensemble du... Bon, de façon générale, hein, moi j'ai juste envie de revenir d'abord un peu sur les enjeux de cette élection. De façon globale, on peut les définir en 3 axes. D'abord, c'était de conserver donc ces bastions, ensuite de pouvoir arracher les bastions d'antan et puis conquérir donc de nouveaux territoires. Relativement donc au PPACI, c'était vraiment... de pouvoir tester déjà la popularité de Laurent Gbagbo, ensuite de pouvoir tester l'implantation et surtout le poids politique du PPACI, parce que c'est un parti quand même qui est assez récent. Au niveau donc du MGC, c'était vraiment de ne pas rester en marge de cette élection et donc d'accompagner bon nombre de partis politiques déjà existants. Pour le COJEP, pour eux, c'était vraiment aussi de ne pas rester en marge, mais plutôt d'aller faire campagne de paix, qu'on puisse entendre parler d'eux. Pour le PDCI, avec le décès d'Henri Konan Bédier, c'était vraiment de montrer l'attachement en fait au parti et surtout montrer aussi que le parti était solidement enraciné et que voilà, malgré le décès donc de leur baobab, ils arrivaient quand même à pouvoir gagner les élections, donc ils se sont mobilisés pour. D'accord. Pour le RHDP, en revanche, c'était voilà, pouvoir tester donc l'adhésion des populations à l'action gouvernementale et puis surtout faire un bilan à mi-parcours de la politique en fait, de développement qui est en cours, savoir si les populations adhèrent véritablement à ce qui est fait. Et on peut le constater hein, avec le résultat qu'on a actuellement, c'est que le RHDP fait une razzia quasiment sur l'ensemble du territoire national, à la fois dans le nord comme dans le sud. Donc ça, c'est à saluer. Mais le point essentiel aussi qu'on peut noter sur cette élection, c'est vraiment qu'on se rend compte que les mentalités ont changé, que les populations sont de plus en plus exigeantes, qu'elles demandent en fait à avoir plus de développement, qu'elles cherchent en fait leur intérêt d'abord, c'est-à-dire le développement de leur communauté, de leur environnement, etc. Et elles ont soif de ça. Et ça, on peut pas leur reprocher ça. Et donc, on a vu, il y a certains maires sortants et présidents de conseils régionaux qui ont été sanctionnés en fait, qui ont été sanctionnés dans les urnes. Et puis, bon, on a envie de voir la suite, mais je pense que je reviendrai sur plusieurs détails. Très certainement. J'aime bien ce qu'elle a dit à propos de l'exigence des populations, mais en même temps, il faut s'adresser à ces populations pour leur dire que quand on est exigeant, on va aux urnes, on va aux élections, on va voter. Parce que comme Désiré l'a dit, donc, le nombre de participations, quand même très minimaliste pour ce scrutin-là, va falloir trouver des stratégies pour emmener donc, toutes les populations dans toutes les contrées, dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire, à s'intéresser à toutes les élections. Barry, comment survole-t-il ce scrutin? Dans un premier temps, c'est de dire que le taux de participation il est relativement faible dans la plupart des régions, excepté peut-être certaines contrées de l'intérieur du pays. À Abidjan, quand vous voyez les grandes communes comme Abobo, comme Yopougon, comme Adjamé, comme Cocody, on n'a même pas 30% de taux de participation dans ces communes-là, alors que c'est un vivier électoral très, très important. Ça veut dire qu'il faut interroger le modèle idéal typique, pour parler comme Max Weber, le modèle idéal typique du militant politique en Côte d'Ivoire et son rapport avec l'acteur politique et le vote. Comment est-ce que les gens perçoivent le vote d'un point de vue local? Oui, ben, en fait, les gens accordent plus d'intérêt pour eux à la présidentielle parce que ça se comprend aussi, hein. Nos régimes politiques, ce sont des régimes ultra-présidentiels. On se dit que le président de la République a une posture messianique dans la compréhension des gens. C'est celui qui peut tout changer, c'est celui qui peut tout gérer, qui peut gouverner, alors qu'ils ne comprennent pas forcément la portée de l'élection locale, alors que c'est important, c'est fondamental, parce que le président ne peut pas tout faire. Il est certes celui qui est élu, qui a un mandat et qui a un programme de société à défendre, mais il a besoin des leviers.
Et à côté de ces leviers, il y a des acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance. Les parlementaires, les magistrats, les présidents de conseils régionaux, les maires. Donc, cette éducation politique qu'on prône en Côte d'Ivoire va prendre du temps pour porter des résultats, par exemple, sur le taux de participation au niveau des élections locales. Mais au-delà de ça, comme Isabelle et Herman et Désiré l'ont mentionné, c'est qu'au niveau de la moisson, c'est-à-dire des conquêtes électorales, on voit que... On va y arriver. Hein. Okay, attention, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour dire que dans un premier temps, il y a des tendances qui se dégagent et on va revenir à ça. Mais les enjeux qui ont été situés là sont les enjeux les plus importants et les plus évidents. Et il y a un autre élément, c'est que c'est le facteur idéologique. Je crois qu'il y a Désiré qui a parlé de la gauche. Est-ce que réellement les gens votent idéologie aujourd'hui? Est-ce que, comment dirais-je, la personnalité charismatique des grands leaders n'écrase pas l'idéologie politique? Ce sont des questions que je me pose. C'est une grande question. De toute façon, on ne va pas rester que sur ce point-là. Pour ce qui concerne le décryptage général de ce scrutin, entrons un peu dans le détail, la faisabilité, pour que nous puissions donc y apporter notre avis déjà sur la tranquillité, l'ouverture des bureaux de vote. On en a parlé donc sur le spécial. Mais bon, dans l'ensemble, est-ce que ce scrutin s'est bien déroulé? On en a parlé, hein, mais on constate aujourd'hui, c'est vrai que la CEI a fait un point dans cette journée. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on n'a pas tous les résultats, mais la CEI même reconnaît qu'au niveau de son administration, sa gestion, il y a quand même certains commissaires qui ne font pas bien leur travail, donc cela peine. Parce que la CEI a dit, par exemple, concernant le retard des urnes dans les bureaux de vote, il se trouve que il y a des points qui montrent que les responsables des bureaux de vote, des centres de vote, ont reçu le matériel électoral à temps. Donc la CEI va faire après son bilan. Mais en même temps, comme on a parlé de digitalisation, aujourd'hui, il faut qu'on y arrive. Les résultats qui peuvent être connus à 30 minutes après la fermeture dans un bureau de vote, on pourrait, de façon, avec la digitalisation, mettre rapidement ces résultats-là et faire la consolidation peut se faire électroniquement. Donc, je veux dire, on doit y arriver. Mais moi, je voudrais revenir sur, comme Vovo l'a dit dans son décryptage concernant, revenir sur le RHDP. Le RHDP qui est le parti au pouvoir, qui profite à juste titre d'ailleurs de sa gouvernance. Et donc, c'est un peu béni aussi que l'opposition soit désorganisée. Mais il y a un facteur qu'il faut regarder. Aujourd'hui, le RHDP aussi bénéficie du découpage électoral et même du découpage administratif, je pourrais dire. La plupart des bureaux, des circonscriptions électorales, enfin des villages dans la partie sud du pays, ne sont pas communalisés. Alors que dans le nord, la quasi-totalité des villages sont communalisés. Et puis quand tu regardes certains résultats, tu vois par exemple 1000 votants pour un scrutin, pour une mairie. Et puis quelqu'un qui a 700 voix devient maire, alors que dans certains villages dans le sud, il y a par exemple des villages où ils ont 15 000 âmes, et puis ils ont, avec 7 000 voix, la personne ne parvient pas à devenir maire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on voit déjà, quand on analyse le scrutin, les résultats au niveau des régionales, le RHDP prend l'ensemble, parce que ça aussi c'est beaucoup plus évocateur, mais cela doit permettre au parti au pouvoir, avec le régime, de faciliter le découpage, un nouveau découpage électoral, pour que le scrutin soit plus ou moins serein. Imaginons un seul instant qu'il y ait beaucoup plus de communes, avec tous les villages communalisés. En ce moment-là, les résultats vont véritablement refléter refléter les aspirations des populations. Mais n'empêche que l'opposition s'oppose à elle-même, donc elle a les résultats qu'elle mérite. Après, sur la question du découpage électoral, on savait qui aurait municipal en 2023, parce qu'on a eu des municipales en 2018. L'opposition a laissé faire. Ce découpage administratif, il n'a pas assez évolué. Et ça pose la responsabilité de l'opposition en fait, en Côte d'Ivoire. Ils se plaignent aujourd'hui de la CEI, ils se plaignent du découpage électoral. Mais à quel moment
c'est vrai qu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, mais il y a des groupes parlementaires en fait pro-opposition. Mais à quel moment on propose une loi pour pouvoir enfin refaire un découpage administratif et après ça crie au loup? Il faut que l'opposition aussi prenne ses responsabilités à un moment dans ce pays. Très bien. Vous avez raison, chers amis. Il y a aussi la chacun sa raison. Il y a le débat politique, comment dirais-je, le dialogue politique qui a été un cadre où on peut poser cette question du découpage électoral et du découpage administratif. C'est pour dire qu'il y a des plateformes dans lesquelles on peut véhiculer ce genre de revendications. Ce n'est pas après une défaite électorale qu'on va se souvenir qu'il y a ce déséquilibre. Moi, je faisais mon analyse, je ne parlais pas au nom de l'opposition. Je ne parle pas de toi, justement. Je ne parle pas de toi. Je parle de potentiels candidats ayant perdu et qui ramènent cet indicateur pour justifier leur échec. En fait. D'accord. Alors, on va y aller sur les grosses communes à enjeux politiques, avec les bastions de certains partis et tout ça. Commençons par la grande commune de Yopougon, où le show a été chaud jusqu'à ce matin. Moi, je pense que ce parti, je vais dire l'opposition, je parlais tout à l'heure de l'opposition. Quand vous regardez que les gens viennent nous faire du make noise pour faire une analogie à ce qui s'est passé au Gabon, make noise, c'est pas lorsqu'on ne vient pas après pour pleurer. Des gens qui ne sont pas parvenus à s'entendre pour aller ensemble et qui viennent après pour pleurer, pour crier au loup. Et regardons le résultat de Yopougon déjà aux législatives. Parce que les législatives, l'ensemble des populations, des électeurs ont participé. Malgré leur liste commune, avec Michel et Dia Oufoué, sur la même liste donc, passé avec une courte avance. Ils avaient 41 820 voix pour le PDCI-EDS, c'est-à-dire que le EDS dont les députés sont venus au PPACI. Et en phase 2, contre 41 374 voix pour le RHDP. Donc déjà, si les deux fortes personnalités de cette liste commune gagnent avec une courte avance, après, quand on va seul, ne vous étonnez pas que le RHDP n'était pas dernier lors des législatives. Donc que le RHDP vous dévance. Maintenant, si vous venez, maintenant vous criez au loup comme quoi il y a des trucs. Pour freiner la fraude, il fallait juste vous mettre ensemble. Au moins, l'écart aurait pu être... Les gens, même s'ils allaient faire... Si fraude, il y a eu. Voilà. Mais pourtant, il y allait avoir la mayonnaise, mais elle était peut-être moins stressée. Quelqu'un a vu la vidéo sur les réseaux sociaux, a dit, mais attends, ils étaient ensemble sur une même liste. On a dit non, mais pourquoi sont-ils ensemble pour se plaindre maintenant? Vous savez, qui répond à cette question, je pense qu'en politique, à un moment donné, il faut jouer stratégie et puis aller au-delà des égos. Ça coûtait quoi à Dia et à Michel Gbagbo d'aller sur une liste commune, d'autant plus que vous sortez des législatives. Ce n'est même pas 2% d'écart avec le RHDP. Vous allez en rang dispersé. Cet échec, en tout cas de l'opposition, était... on n'a même pas besoin de faire de grosses analyses politiques pour savoir qu'il perdrait face au RHDP en allant en fait en rang dispersé. Et puis, c'est un peu comme... Il y a quelqu'un qui disait ce matin ils avaient un quart de 70 places, l'opposition, et puis ils ont vendu le quart pour s'acheter chacun une Mercedes parce que voilà, on pense qu'on est super arrivé. Bon, Victor est venu avec son Massa, il a ramassé tout, les passagers et il est parti. Et c'est ça en fait. Donc il faut que l'opposition fasse en fait un bilan et puis qu'on arrête à chaque fois de se victimiser. Et puis de voir en fait dans quelle mesure en fait il repart pour les scrutins à venir. Est-ce qu'on peut parler finalement de l'ancrage finalement avec la victoire de Victor Go à Yopougon, l'ancrage du RHDP dans cette grande commune d'Abidjan? Non, ancrage ou pas, moi je pense qu'au niveau des deux acteurs là qu'on a vus là, les deux députés, peut-être que chacun voulait voir réellement ce qui pèse parce que tu n'as pas désiré à parler de stratégie. Mais la stratégie, ce n'est pas quelque chose de donné. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui développe une tactique et puis dit que ça, c'est ma stratégie. Donc, je me dis que prenant le cas de Michel Gbagbo, par exemple, il y a le président Gbagbo, avant les élections, qui a planté le décor en disant que 2025 ne l'intéresse pas forcément. Donc, il a lancé les dés. Donc, Michel, peut-être, dans sa stratégie, je ne me fais pas son avocat, mais je me dis qu'il s'est dit qu'il y a quelque chose à jouer. Il faut préparer 2025. Donc, s'il gagne Yopougon, comme il l'a dit lui-même, c'est Yopougon de Gbagbo. Donc, il y a un autre Gbagbo qui revient sur la scène. Donc, peut-être que c'est sur cette stratégie-là qu'il a joué et il a omis le score, de prendre en compte le score que Herman a révélé tout à l'heure aux législatives, c'est que le score était très, très serré. Donc, les probabilités de gagner en solo étaient très faible. Voilà. Donc, le gars du PDCI aussi, Dia Oufoué, peut-être qu'il s'est dit que
le PDCI il veut se positionner, le Diaoufoué qui a gagné Yopougon, il a battu un candidat, il aurait battu un candidat du RHDP, il a battu le PPACI dans son Et il a le soutien du MGC. Voilà, c'est un crédit politique qu'il recherchait. Mais je pense qu'avec les résultats qu'on a là, le crédit, il est noyé à l'eau. D'accord. C'est ça la problématique, en fait, d'aller en alliance quand il n'y a pas véritablement de base ou de socle, en fait, entre les deux partis. Parce que finalement, ils sont partis en alliance pour les législatives et finalement, peut-être qu'ils ne se sont pas entendus dans la gestion, en tout cas dans l'organisation des choses. Et de fait, ils décident donc de partir en rang dispersé. Mais ça, on appelle ça la politique du si je savais maintenant qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai vu la vidéo, mais j'ai trouvé que c'était triste, en fait. Parce que finalement, ils appellent maintenant leurs partisans à se tenir prêts à sortir dans les rues, etc. Mais la rucratie, là, c'est désuet, en fait. C'est plus d'actualité. Les mentalités ont évolué, les populations ont changé. Et puis, bon, je veux dire, aujourd'hui, Big Togo, en fait, se révèle à l'ensemble donc des populations ivoiriennes avec son élection au niveau de Yopougon. Et il fait beaucoup penser, en tout cas, à Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Donc, en fait, on a un peu ce nouveau leader-là, j'ai envie de dire comme ça, très populaire, qui vient s'implanter donc au niveau de Yopougon. Et même au sein de la jeunesse, finalement. Oui, au sein de la jeunesse, oui, parce qu'il arrive à fédérer. Figurez-vous, en fait, que même au niveau de son élection à l'Assemblée nationale, il a fédéré tous les partis politiques autour de sa personne. Donc, au niveau de l'opposition, ils auraient dû véritablement faire une stratégie de se mettre ensemble pour pouvoir, parce que c'était quand même un gros morceau, hein, Big Togo à je peux ajouter en fait autre chose, hein, concernant surtout, si on reste sur Yopougon, on sent, je pense que les cadres de la gauche, surtout du PPACI, doivent savoir qu'on sent l'absence de Blé Goudé aujourd'hui. Parce que c'était quand même quelqu'un qui arrivait à mobiliser en fait la jeunesse, qui arrivait à mobiliser quand même sa tranche d'âge jusqu'à aujourd'hui. Enfin, les Dia, les Michel Gbagbo, c'est pratiquement la même tranche d'âge. Donc, je pense que dans la suite du débat, on pourra revenir sur le fait enfin, de la gauche qui part de façon... Tout à fait. Qui est Tout à fait. Mais on va peut-être chercher à entrer dans une autre commune hein, pour savoir si la bataille entre RHDP et indépendants a eu lieu à Abobo. Hein? Abobo, j'ai vu le score. Hein. Oui, il n'y a pas photo. Il n'y avait pas eu de photo. Bon, ouais, voilà, on ne sait pas. Bon, je sais pas. Je m'attendais plus ou moins à un score très étriqué. Très étriqué, mais on a vu que Kandia Kamara est parti à plus de 70% des voix. Ça veut dire qu'elle a fait quand même une razzia au niveau de l'électorat là-bas. Il faut savoir qu'Abobo est considéré un peu comme le fief du RHDP, à l'instar avant, à l'époque, donc de Yopougon, qui était le fief de. Mais comment explique-t-on que Feu Ahmed Bakayoko était quand même au coude à coude pratiquement hein, avec... J'ai pas envie de dire coude à coude. Moi, j'ai pas envie de dire coude à coude. Moi, je pense qu'il y a eu une élection où il y a eu quand même une grosse campagne de communication autour. Cette fois-ci, au niveau d'Abobo, on n'a pas vu cette grosse campagne de communication. C'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Il faut savoir que Kandia, c'est une femme en fait qui arrive à... Sa force de frappe, c'est la mobilisation des femmes. C'est-à-dire qu'elle arrive à fédérer énormément de femmes autour d'elle. Et c'est ce qui fait véritablement sa force à la fois au sein de son parti politique, mais aussi à Abobo, parce qu'elle arrive à se démarquer en tant que femme politique et à s'imposer. Donc, je pense qu'elle a une image, en fait, qui fédère et les gens l'aiment beaucoup. Donc, je pense que c'est ce pourquoi ils ont voté pour elle et surtout aussi pour ces actions qu'elle mène dans la commune depuis je pense des années. qu'au départ, Madame la ministre fait partie des cadres du RHDP qui avaient beaucoup à gagner, mais qui pouvaient aussi beaucoup perdre. Parce que, imaginez-vous un peu, comme Isabelle le dit, Abobo, c'est le bastion symbole du RHDP et que Madame s'inclinait là, ça l'aide. Parce qu'on entendait dire que Koné-Tefour avait quand même une certaine implication dans la jeunesse, que la population aimait beaucoup ce monsieur. Tefour, c'est le plus grand perdant. Ouais. Il est le plus grand perdant parce que de près de 40% en 2018, il chute à 17,37%. Ça veut dire que son ancrage qu'on vantait au niveau de la jeunesse, ça ne se vérifie pas statistiquement. Pour enchérir sur ce qu'il dit, il faut savoir aussi qu'à l'époque, quand même, il y avait l'ombre de Soro Guillaume qui planait autour de Koné-Tefour et qui n'est pas aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, vraiment, il s'est présenté en indépendant. Il était soutenu par des partis de l'opposition, notamment le MGC et le PDCI, donc, et le PPACI également. Donc, je veux dire, voilà, pour moi, il n'y avait pas photo, en fait. Après, moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas omettre, hein. Le RHDP a quand même, au regard des résultats, pour l'instant, qui ne sont pas encore définitifs, a maintenu ses bastions. Abobo, c'est un bastion du RHDP. Et contrairement aux autres partis, le RHDP arrive à quand même faire une éducation au niveau de ses partisans. Ce sont des électeurs, ils vont voter, ils sortent voter en fait, qu'importe les scrutins électoraux. Et c'est une réalité.
Donc c'est à cela que l'opposition en fait, doit pouvoir aller que de crier au loup. Le RHP, ils sortent tous, ils vont voter. Et ça ne me surprend pas en tout cas que Kandia ait remporté à Abobo. Moi, au niveau de Abobo, hein, bon, personnellement, je suis un peu surpris, comme ils l'ont dit, de 40% venir à 17%. C'est comme si on n'existait pas. Mais en même temps, il faut dire aussi que Tefou a connu quand même certaines difficultés. Il n'a pas trop les moyens, comme par le passé où il y avait Soro, qui est son parrain, qui lui donnait les moyens. Et puis, dans cette rivalité entre Soro et puis Ahmed, peu à son âme, il y avait que chacun y mettait vraiment les moyens. Aujourd'hui, il n'est pas là. Donc, Tefou est parti, mais en fait, ça lui permet aussi de voir son vrai poids face à ce qu'il veut obtenir au niveau d'Abobo, qui est le fief, le bastion de RHDP. D'accord. Ne négligeons pas quand même les autres candidats côté Abobo. Hein. On a reçu Israël ici, donc sur Gebo, c'est ça, ouais. sur ce plateau, qui a participé à ces élections à Abobo, on va dire, qui arrive en 3e position quand même dans ce scrutin, donc sur ces résultats. Qu'est-ce qu'on peut dire quand j'ai vu la campagne d'Israël Gebo, ouais, 972 voix, donc 1,7%. Je me suis vu aussi à l'épée en 2021. C'est un ballon de serre, c'est un candidat indépendant. Il vient des idées nouvelles, il a un projet, une vision pour Abobo. Là, sa difficulté, c'est qu'il est dans un ancrage ou dans un environnement politique où les gens votent beaucoup plus politique que les partis politiques, que les indépendants sans étiquette. Donc, c'est souvent difficile, mais qui croit, il peut revenir encore une autre fois. Voilà, c'est comme ça. Comme toi d'ailleurs, dans ta zone. Oui, tu pourrais revenir une fois. Oui, une autre fois, mais avec toute une stratégie. Sous la bannière HDP ou PPACI? Non, pas forcément. Tu vas rester indépendant toute ta vie? Non, on va apprécier, on verra. Après, oui, forcément, il a quand même. Gebo, Israël Gebo, moi, je le salue de passage parce qu'il faut oser. Abobo, Yopougon, c'est des communes qui sont étiquetées bastion de X ou d'Y. Un indépendant de surcroît jeune qui n'a pas de marqueur politique sur lui, ce n'est pas facile de s'illustrer. Mais le fait qu'il ait déjà osé se présenter, c'est quelque chose à saluer. Je pense que lui et son équipe vont tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé là et pour revenir plus fort. Tirer toutes les conséquences, ne pas se décourager, revenir plus fort. Par rapport à Israël Gebo, enfin, Théodore Roosevelt disait que le mérite revient à celui qui descend dans l'arène. Donc déjà, le fait qu'il soit allé compétir. Et puis après, c'est aussi un mérite, quelqu'un qui sort de la société civile, qui affiche clairement ses ambitions politiques, contrairement à certaines personnes qui restent dans la société civile et qui font de la politique. Et du coup, on ne sait plus trop où les classer. Donc c'est vraiment courageux et... Très bien. Très bien. Reste avec nous. Bonsoir à tous, si vous nous prenez en marche sur Live TV, la télé sans filtre, vous êtes avec nous sur ce plateau du Talk. Nous parlons élections couplées en Côte d'Ivoire, municipales et régionales, décryptage complet bien sûr de ces élections-là. Donc, alors que nous avons entendu les résultats partiels dans diverses communes et localités de Côte d'Ivoire, allons à présent avec ma charmante équipe à Anyama. Puisque nous étions à Bobo, c'est tout près à Niamey après à Bobo, n'est-ce pas? À Niamey, on a une victoire écrasante de Fatim Bamba avec 80%. Moi, en tant que femme, je salue cela. On aime bien que tu sois la première à le dire. Justement, et puis en plus, c'est sa première élection. Elle fait un score, mais large. Quand on a vu que l'opposition déjà se plaignait avant la campagne en fait, électorale. Donc, c'est à saluer. Et puis, c'est un bastion aussi que le RHDP maintient. Moi, au niveau de la Niamey, lorsque j'ai vu ici sur le plateau, comme directeur de campagne, l'ancien maire Michel Kofi Benoît. Quand on était petit, déjà, il était maire. On connaît comment est-ce qu'il est bien écouté par les populations à Niamey. Quand je l'ai vu revenir dans les arènes, je dirais même 35 ans après, parce que à côté de cette dame-là, j'ai compris qu'elle a certainement des actions qui fédèrent, voir tout ce beau monde-là autour d'elle. Donc, c'est sans surprise, je pourrais dire, puisqu'à Niamey, déjà, est une des localités qui est, habituellement, c'est un petit bastion du RHDP. D'accord. Très bien. On a fini à Niamey. Hein. On a tout dit sur Niamey. Ouais. Je voudrais juste féliciter le jeune Traoré Youssouf Olivier, qui n'a pas fait un score honorable, mais c'est un jeune... Il faut que les jeunes aussi... Il faut commencer quelque part. Voilà, il faut commencer quelque part. Ouais. Voilà, il a osé affronter des dinosaures. Il a eu un score
que je ne vais pas dire, mais je l'encourage. On a souri à l'une de nos émissions en demandant les limites d'Abobo et de Cocody. Ça veut dire que c'est juste à côté. Voilà. Anyama, Abobo, Cocody. Alors à Cocody à présent, avec Isabelle. Oui, alors à Cocody, à Cocody, on s'est véritablement rendu compte hein, qu'une élection ne se fait pas sur Facebook parce que Cocody a été beaucoup, en tout cas, a fait beaucoup polémique au niveau donc, des réseaux sociaux où vraiment la candidature de Yasmina Ouenia avait fait couler beaucoup d'encre. Elle a même été la cible donc, de beaucoup d'attaques sur les réseaux sociaux, selon donc, le Conseil CI. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, à Cocody, bon, Jean-Marc Yassé a gagné. Il était donc le maire sortant. Son bilan avait été beaucoup décrié, mais malgré tout, il a encore été réélu. Donc je pense que... Est-ce qu'on va dire sans surprise ou avec étonnement? Alors honnêtement, je pense que ça c'est du fait de ma perception. Hein. Vraiment, je pensais que le match allait plutôt se jouer en fait entre Yasmina Ouenia et Eric Tabar. Voilà. Parce que Yasmina, elle jouit donc d'une certaine popularité et puis Eric Tabar, donc chef du protocole du président de la République, voilà, quand même ambassadeur, gros gabarit au niveau du RHDP qui était vraiment entouré de pas mal de lieutenants, des ministres, etc. Et on a vu également pas mal de personnalités autour de lui qui étaient fédérées sur sa liste. Donc je pensais véritablement que ça allait se jouer entre les deux, mais on a eu la surprise donc, que ce soit Jean-Marc. Mais ça prouve aussi que le PDCI est véritablement ancré au niveau de Cocody. Et donc peu importe donc, les partis qui seront là, le PDCI, bon, pour le moment, mène la danse. Voilà. Après, par rapport à Eric Tabar, à sa décharge, on peut dire que ce n'est pas un homme politique hein, en tant que tel. De la trempe des Adama Bictogo, de la trempe des Cissé Bakombo, enfin d'autres grosses têtes enfin, du RHDP. Mais concernant Yasmina Ouenia, elle paye de son inconséquence et de son incohérence politique. Quand on a affirmé... Oui, mais je le dis et je l'assume. Je l'ai même en fait, dit à son porte-parole sur le plateau. Enfin, est-ce que ce n'était pas un manque de cohérence que d'aller au municipal quand elle-même elle avait affirmé en 2018 qu'elle était contre le cumul des postes? Et puis, à un moment donné, le contexte politique, il a changé. En 2012, quand elle est élue députée de Cocody, il n'y a pas le FPI ou encore le PPACI qui est sur la scène politique. En 2018, il y a une sanction en fait, concernant Ungwa Mathias ou encore concernant Afoussi Bamba. Mais en 2023, ça change. Quand on était élu député PDCI en 2021. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent et puis il faut être conséquent. Donc, je pense qu'elle paye enfin de cela et elle joue même son avenir politique parce que est-ce qu'elle ira en fait sous ticket du PDCI aux législatives? La question reste posée. Ben, moi, le seul commentaire que j'ai envie de faire là-dessus, le résultat, on l'a vu. Hein, j'ai dit ici que les indépendants qui sont issus de partis politiques, ils jouaient quitte ou double. Si tu gagnes, c'est bon pour toi, mais quand tu perds, dis-toi que... Parce que la même chose qu'elle a fait à Jean-Marc Yassé, il peut aussi se prévaloir d'être candidat aux législatives pour essayer de voir si au niveau de la législative ça pourrait passer. À sa décharge, quand même, je pense qu'au niveau de sa communication, ça a beaucoup pêché sur l'annonce de sa candidature. Je pense que beaucoup l'ont accusé d'être indisciplinée et tout ça, mais en vérité, elle aurait dû montrer que c'était elle la victime dans l'histoire. Parce qu'au sein même du PDCI, il y avait eu d'abord un consensus et finalement le consensus n'a pas abouti à avoir quelqu'un de consensuel. C'est-à-dire qu'au niveau du consensus, ils avaient plutôt choisi Yasmina au détriment donc, de Jean-Marc Yassé. Mais finalement, Jean-Marc Yassé était imposé. Et pour rappel, en 1995, au sein même du PDCI et toujours sur la base de Cocody, quand le consensus n'avait pas marché, ils sont allés aux primaires. C'est-à-dire quand le consensus ne marchait pas, ils étaient allés aux primaires en 95 entre docteur Aïzi et puis Rachel Pio. Et finalement, il y a un candidat qui avait été retenu. Donc elle aurait aimé, elle aussi, Yasmina Ouenia, non, parce que le consensus n'a pas marché, mais plutôt aller aux primaires avec Jean-Marc Yassé et finalement voir si effectivement elle pouvait être la candidate du PDCI. Mais après pour terminer, je ne pense pas que son avenir politique soit définitivement perdu parce qu'elle est encore relativement jeune. Ou peut-être en lien avec le PDCI, son avenir politique en lien avec le PDCI. Alors, pas forcément. Moi, je pense en politique, vous savez, rien n'est figé. Voilà, rien n'est figé, tout se transforme, tout est une question d'approche politique, tout est une question de communication, tout est une question de vision. Voilà. Et je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle. Il faut juste qu'elle arrive en tout cas à se renouveler. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle arrive en fait sur sa pente de déclin.
Bon, comme Herman le dit, on l'a dit la dernière fois, les indépendants issus des partis politiques, c'est vous jouez gros. Si vous partez, que vous gagnez, vous êtes en position de force. Mais si vous perdez, il y a beaucoup de choses qui vont basculer. Voilà, c'est son cas. Je pense qu'avec les réalités statistiques des élections, là, c'est quand même un camouflé, un gros camouflé. Parce que l'écart est conséquent elle-même avec l'ambassadeur Taba, qui est deuxième. Elle a 13%, le monsieur a 27,90%. C'est sa première élection, on ne le connaissait pas. Je ne parle même pas du maire Yassé. Et là, le maire Yassé, c'est l'un des candidats PDCI qui sort le plus renforcé de ces élections-là, parce que là où le RHDP est en train de rafler toutes les communes d'Abidjan, c'est l'un des rares à pouvoir maintenir la domination du PDCI sur une commune aussi stratégique et importante que la commune de Cocody. Et lui-même, au bureau politique, il peut être dans une position de force. Quand on sait qu'il y aura naturellement des changements avec le décès du président Bédié et du général Ouassena. D'accord, tu donnes un avenir en rapport avec 2025 ? Voilà, bon, je ne dirais pas qu'il sera là forcément en 2025, mais au bureau politique, son avis va compter. Parce qu'il a Cocody. Cocody, ce n'est pas n'importe quelle commune. Absolument. C'est la commune de la bourgeoisie par excellence. Mais en même temps, Cocody, c'est tout le temps bastion PDCI. Je pense qu'en même temps, Yasmina, elle joue son avenir politique, elle joue, mais ça dépendra de son attitude. Aujourd'hui, elle doit pouvoir comprendre qu'elle a voulu se frotter à Yassé. Défier l'institution. Voilà, donc elle peut aller vers lui et puis essayer d'arranger les choses pour pouvoir avoir une bonne posture. Sortons d'Abidjan, je vous emmène, honnêtement, on part en voyage, dans le Haut-Sassandra à présent. Que s'est-il passé dans le Haut-Sassandra, Isabelle ? Dans le Haut-Sassandra, le RHDP a tout raflé, toutes les mairies et aussi le conseil régional. Et vraiment, c'est vraiment surprenant parce que le Haut-Sassandra a toujours été, en tout cas de ma connaissance, toujours été en fait PDCI avec DJ Madi, faire tomber le baobab. DJ Madi qui briguait donc son troisième mandat, c'est quand même, c'est quand même énorme. Et surtout pour Mamadou Touré qui voilà, a fait aussi ses classes d'abord au sein du RDR, ensuite au sein du RHDP pour en arriver là aujourd'hui. Il est vraiment la figure montante au sein du RHDP, tant parce qu'il est jeune, parce qu'il a du bagou, parce qu'il a une forte aura et surtout parce qu'il s'impose aussi. Il s'impose et je pense aussi que ce qui a véritablement marqué les populations lors de cette campagne, c'était l'offre politique du RHDP qu'il proposait aux différentes populations. Parce qu'on a vu quand même dans le Haut-Sassandra, à coups de pique et d'éléments de langage, chacun se renvoyait un peu la balle. Au niveau donc de l'alliance PDCI-PPACI, c'était vraiment en fait... ici, c'est chez nous, ce sont nos terres avec des propos qui étaient plus ou moins qualifiés de xénophobes. Et puis en face, on avait donc Mamadou Touré du RHDP qui parlait développement, qui parlait de routes, qui parlait d'emploi, etc. Donc je pense que ça a beaucoup joué aussi dans la balance. Quand on sait surtout que au niveau de cette alliance, c'était quand même le beau-fils comment dirais-je, de Laurent Gbagbo, qui l'affrontait en plus avec DJ Madi. Donc c'était deux fortes têtes quand même. Donc bon, vraiment le résultat est à féliciter. Ce que j'ai envie de dire concernant les résultats au niveau du Haut-Sassandra, mais en même temps partout. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire face à des candidats à une élection qui mettent... bon, si vous ne votez pas pour moi, que ça marche ailleurs, je ne dis pas au Haut-Sassandra, ça a été entendu ailleurs. Ce n'est pas sûr que vous ayez le développement, puisque c'est nous, on décide de ce qui va se passer en termes de développement. On a entendu ça dans le narratif de certains candidats. Moi, je pense qu'au-delà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le RHDP, être avec le RHDP localement pour les populations, c'est vraiment une opportunité pour les populations de voir un certain développement. Puisque, comme je dis toujours, je prends par exemple, je vais faire peut-être une déclinaison dans l'armée, donc que je cite souvent. Aujourd'hui, le Premier ministre Patrick Hachi, il a presque tout raflé. Il a battu quelqu'un comme Jean Monnet, Léon, qui était un grand cadre du parti du PPACI, mais il a battu. Lorsque dans la campagne, on n'a presque pas vu Monnet Léon sur là, parce que les gens, aujourd'hui, avec le discours du développement et puis de certaines actions qu'ils ont réussi à faire, parce que si tu vas, les populations là, aujourd'hui on a dit, ce n'est pas l'idéologie qu'on va manger.
Donc, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on nous propose concrètement? Vaut mieux être celui qui va nous envoyer un soupçon de développement que de partir à des gens qui ont un discours, peut-être aujourd'hui, tous les politiciens, on se dit qu'ils ont un discours flatteur. Donc, cela a joué beaucoup dans cette razzia du RHDP. Après, on peut aussi signifier que il y a la question de la proximité avec la population. On a des candidats, enfin, quand on prend le cas de Stéphane Kipré, qui est revenu enfin, au même moment que Laurent Gbagbo en 2021, est-ce qu'il a bien pris la peine de sillonner le Haut-Sassandra et qui va en alliance aussi avec un DJ Madi qu'on n'a quasiment pas vu sur la scène politique en fait en 10 ans. Donc à un moment donné, je pense que les populations ont opté pour le développement, hein, comme le disait Herman. Mais en même temps, on peut aussi aller prendre en fait Herman à compte-pied quand il dit que des gens disaient mais si vous ne votez pas, vous n'aurez pas le développement. Assalé Tiemoko est indépendant. Il a quand même remporté chez lui avec plus de 50% de voix à Tia Salé. Donc, ça, tout est dans le discours, tout est dans l'approche, tout est dans la proximité avec les populations. Je dirais que dans cette élection dans le Haut-Sassandra, il y a deux éléments sur lesquels je vais m'appuyer. Je vais dire que c'est la défaite de trop pour le professeur Alphonse Didier Madi. La défaite de trop, pourquoi? Parce qu'il s'était déjà présenté pour briguer la présidence du PDCI, je crois, au dernier congrès. Il avait été battu largement à coup près par le président Bédier. Et là, il avait complètement disparu des radars. Il revient avec ce dernier combat-là, pour ne pas dire le combat ultime, face au ministre Mamadou Touré. Et là, il prend un hypercute électoral. Je pense que pour lui, c'est le coup près. Maintenant, s'agissant de Stéphane Kipré, au PPACI, il n'aura pas la même posture qu'il avait avant les élections. Parce que quand vous partez aux élections, vous rapportez une victoire au parti. Naturellement, la représentativité au sein du parti est largement affirmée. Mais si vous perdez largement, vous revenez la tête basse. Très bien. Nous continuons donc à survoler toutes les localités avec le Cavali que nous allons visiter à présent. Et là, nous allons commencer par Désiré Dénéo. Oui, avec la même question. Le Cavali, c'est chez moi. Hein. C'est quand même une grosse surprise, hein, je pense, parce que aux législatives, il y avait quand même, Hubert Lai ou encore Émile Guéroulou qui avaient quand même eu des sièges. Et là, Anne Loto qui maintient son poste de présidente de la région avec plus de 50% des voix, avec 20 000 voix d'écart. C'est quand même une victoire à saluer, surtout que moi, j'ai encouragé la participation des femmes en politique. Pour moi, c'est quand même une grosse raclée pour un bastion qui était quand même très PPACI, EDS ou FPI à l'époque. Quand tu regardes les résultats au niveau du Cavali, Hubert Olay, c'est un patron, je veux dire, du Cavali. On a vu même lorsqu'il est revenu tout fraîchement de son exil, il a même remporté les législatives là-bas, dans la zone. Mais au niveau régional, qui reflète plus ou moins une certaine emprise dans la région, il perd. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à tout le plus, quelqu'un me disait ce matin, il y a des villages, il y a des endroits dans ces régions-là qui n'avaient pas connu, qui n'avaient jamais vu de route et autres. Et aujourd'hui, avec Anne Loto, les populations, on le dit, aujourd'hui, les populations ne restent pas dans l'idéologie. Surtout que même ceux qui sont les pontes de ces idéologies-là ne croient même pas à leur idéologie. Aujourd'hui, on voit des alliances PPACI, RHDP, je dis PPACI, PDCI, on voit FPI avec le RHDP, des partis de droite, de gauche qui sont avec les partis de droite en fonction. Aujourd'hui, c'est des alliances circonstancielles que la gauche fait. Donc la gauche ne peut qu'être responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, la gauche, je veux dire, doit pouvoir s'organiser. Moi, je pense que je serais à la place de Laurent Gbagbo, j'aurais appelé humblement Afi N'Guessan, Mamadou Koulibaly, Simon Yves Gbagbo et tout ça, pour rassembler cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans sa posture, il peut avoir cette grandeur pour le réussir? Mais parce que c'est ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez que compter sur vous-même. Ou les gens, demain, ça ne va même pas surprendre que le PDCI soit avec le RHDP. Mais vous faites quoi? Parce que c'est des partis de droite, comme on le dit, on peut le dire. C'est pourquoi ça marche plus lorsque le PDCI est avec le RHDP que lorsque le PDCI se met avec les partis de gauche. Après, c'est vrai que on va vous annoncer certains résultats, déjà commençant par la commune de Marcouri. À Marcouri, le vainqueur, c'est bien le maire sortant Abiraoul, qui l'emporte à Marcouri. Nous venons d'apprendre ces résultats-là. On va tout de suite décortiquer la commune de Marcouri.
ça n'a pas été facile de donner ces résultats. On les attendait depuis, hein, donc dans un certain lot de résultats qu'on attendait. Donc Marc Oury. Mais à Makori, je pourrais dire c'est sans surprise aussi, parce qu'Abi Raoul, quand même, c'est quelqu'un qui est bien connu. Je ne sais pas pourquoi les résultats ont tardé là-bas, mais moi, personnellement, je me disais que sans surprise, ça allait être Abi Raoul. Mais bon, aujourd'hui, même malgré tout, il y a eu des difficultés, il y a eu des incidents là-bas. Si la CEI a réussi à donner le résultat, je pense que c'est sans surprise pour moi. Oui, bon, au niveau de Marc Oury, c'est vrai qu'on avait vu certains incidents, donc je pense que ça a dû retarder donc l'annonce des résultats. Sans surprise, bon, Abi Raoul, il est quand même à son 3e mandat maintenant au niveau de la commune. Et puis, il avait face à lui donc un cadre du RHDP qui est donc Laurent Tchagba. Donc, bon, Laurent Tchagba, c'était vraiment je veux dire, sa première fois en tout cas d'aller compétir au niveau de Marc Oury parce qu'il était en fait sur Atekoubé depuis un bon moment. Donc je pense que bon, peut-être qu'il n'a pas, le cadre RHDP n'a pas en fait pris une longueur d'avance vu qu'il a été désigné vraiment sur le tas voilà, pour aller en campagne. Donc, et d'autres résultats qui sont tombés en même temps que les résultats de Marc Oury, ce sont ceux du plateau, avec la victoire de Ewo Jacques Gabriel au plateau. Voilà. Oui, là-bas aussi, c'est vrai qu'il y avait eu certains incidents. Si la CEI a pu donner donc le vainqueur, on a envie de lui dire félicitations. Félicitations. Ouais, une félicitation à eux. Bon, je veux dire que là-bas, moi j'ai toujours dénoncé ce fait-là, je le dénoncer encore. Je ne peux pas comprendre. Et ça, je mets la responsabilité encore sur la CEI, qu'une commune, avec pour nombre d'habitants, 7186 habitants, qu'on ait un nombre 6 fois, souvent 10 fois supérieur au nombre d'habitants, au nombre d'électeurs. C'est 20 fois il faut vraiment qu'on fasse en sorte. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle le phénomène de Deportivo qui est vraiment flagrant là-bas. Il faut qu'on assainisse ça. On ne peut pas avoir des habitants d'autres communes ne peuvent pas venir jouer le jeu pour une autre commune. Ça, je vais dire que ça ne comprend pas. Il faut qu'on trouve le cadre juridique pour pouvoir régler cela. Sinon, ça va continuer. On attendait ces résultats donc, de Marc Oury et du plateau. Ces résultats sont tombés. Continuons notre décryptage avec la grande commune de Koumassi. Ouais, la grande commune de Koumassi, je pense que le ministre Bakongo a eu son satisfecit par rapport à ce qu'il a eu à poser comme acte durant les 5 dernières années. Je pense que pour ceux qui connaissent Koumassi, ont vu le changement qui a été opéré dans la commune. Donc, il remporte ça et c'est aussi une défaite pour son challenger qui était indépendante du RHDP. Je pense qu'elle était passée sur le plateau ici. Après les élections, on verra qu'est-ce qu'il en sera de son sort à elle. Est-ce qu'elles sont réservées? Non, pas du tout, je crois pas, mais bon. Non, je veux dire au niveau du parti. Au niveau du parti, elle a déjà été sanctionnée. Elle a été déchue de son poste de secrétaire nationale adjointe. Bon, moi, ce que je veux dire sur Koumassi, c'est que là, on a un homme en fait qui tient ses engagements et à qui la population a renouvelé sa confiance. Sa première campagne au niveau de Koumassi, il avait dit Koumassi autrement et il l'a fait. Il a respecté donc la vision qu'il avait voulu implémenter au niveau de Koumassi et tout le monde l'a vu. Il a été élu meilleur maire au niveau national, même au niveau international. Et aujourd'hui, il proposait donc aux populations de Koumassi aller encore plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'il va même dépasser ce qu'il a déjà réalisé. Donc, je pense que les populations lui font confiance et surtout en termes de développement, Koumassi a de beaux jours devant. Koumassi, j'ai toujours donné de bons points au ministre Cissé Bakongo parce que nous tous, on est contemporains de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a vu Koumassi sous d'autres personnes et on voit ce qu'il a réussi à faire un peu de temps. Donc, ça allait même m'étonner, ça allait m'étonner si les populations de Koumassi, les électeurs de Koumassi n'accordaient pas à nouveau leur suffrage au maire Cissé Bakongo. N'est-ce pas? C'est en cela qu'on va aborder les grandes surprises avec Désiré Dénéo. Oui, c'est ça. Les grosses surprises de ce scrutin, Désiré. Les grosses surprises de ce scrutin, on a Afine Guessan qui perd le Morono, président du conseil régional sortant, qui perd, mais vraiment, face à Véronique Aka, qui remporte 61,32% des voix. Donc, aussi au niveau même de au niveau d'Ara, qui est dans le Morono, on a Arrête Badou qui arrive avec
près de 70% des voix. Donc, il faut quand même se poser des questions sur l'enracinement électoral de ces grandes figures. On a aussi Aoussou Jano qui perd les élections à Yamoussoukro. Ce n'est pas rien, c'est quand même de très grosses surprises. On a aussi dans la Nawa, comment il s'appelle, Alain Donwaï qui perd face au candidat PPACI, PDCI. Donc, je pense que leur avenir politique aussi va se jouer. Il faut revenir sur le cas de Moronou, hein. C'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, le FPI doit comprendre que certainement son alliance avec le RHDP ne lui profite pas parce que c'est un parti qui avait quand même, et même si ce n'était pas un grand score, qui n'avait pas beaucoup d'élus, avec quand même, lui, il conservait le Moronou. Aujourd'hui, il perd le Moronou, malgré son alliance avec le RHDP. C'est pour dire qu'il doit pouvoir revoir. Peut-être que les populations qui l'adoubaient ne sont pas forcément satisfaites de ses choix politiques. Moi, j'ai une autre lecture. Mais vas-y, termine. Ouais. Donc, bon, il y a ça au niveau de Aoussou Jano. Bon, voici un monsieur, lorsque j'ai vu, il avait battu campagne avec les couleurs et la charte du PDCRDA sur le terrain. Bon, je pense que quand les populations sont pas... Si tu veux venir séduire les populations, même si tu es gêné dans ta posture politique, il faut pouvoir l'assumer. Et puis les populations vont t'accorder oui ou non leur suffrage. Mais quand tu vas... Et elles comprennent que non, tu n'es pas forcément avec nous, mais tu fais comme si tu es avec nous, elles vont peut-être se sanctionner. Il y aurait peut-être eu un score, vu sa personnalité, que s'il était resté zen dans la vision de son parti politique. Quelle est cette autre lecture sur le cas Afine Guessant, je ne pense pas en fait que ce soit l'alliance FPI-RHDP qui ait desservi le FPI. Moi, je pense plutôt que c'est le FPI qui a desservi le RHDP dans le Moronou, parce que le RHDP avait un candidat du nom de Aondjon au niveau du Moronou, et à la dernière minute en fait il a été retiré au profit donc de Afine Guessant. Donc moi peut-être que ça a dû faire certaines frustrations au niveau de la base, et donc cette base n'a pas peut-être suivi en fait les votes. Mais je pense en tout cas, si on avait peut-être fait le choix du candidat RHDP, peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Ça c'est pour le cas donc de l'alliance dans le Moronou. Relativement donc à Aoussou Jano, je pense qu'il a desservi au niveau de sa région, et ce pourquoi il a perdu, c'est parce que dans le Baoulé, on lui a beaucoup reproché en fait sa trahison vis-à-vis de Bédié. Les gens ont estimé que voilà, il avait trahi Bédié pour rester avec le président Alassane Ouattara. Donc je pense que ça a beaucoup joué, d'autant plus que les éléments de langage qui étaient utilisés sur le terrain, c'était qu'il venait dire donc aux populations votez-moi, c'est pour honorer la mémoire de Bédié. Et je pense que ça, c'est vraiment pas passé en fait. Voilà. Mais après, dans l'explication, c'était de dire voilà, son père fut Bédié, le président Alassane Ouattara également, c'est son père. Mais vous savez, quand un papa quitte la maison, ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus ton papa. Donc il estimait que le président Bédié était toujours son père, donc il fallait qu'il honore sa mémoire grâce à la victoire qu'il devait avoir. Et je pense que ces éléments de langage n'ont pas suffi au niveau des populations, malgré sa proximité, malgré le développement qu'il leur a apporté. D'accord. Alors, à présent, avec l'atmosphère, hein, donc dans toutes les communes, on parle de fair play pour certains candidats qui, au soir des résultats, de leurs résultats, donc, ont félicité leurs adversaires. On l'a dit, élection, c'est pas palabre. Ils ont compris cela. Le premier à faire cela, c'est Porquet de Bergerville. Lui, déjà, avant même que les résultats ne sortent, il a fait une publication pour saluer la victoire du candidat RHDP. Je trouve qu'il y a eu aussi après, on a vu Stéphane Kipré, qui a fait aussi saluer la victoire de Touré Mamadou, qu'il a appelé par la suite. Moi, je pense que c'est comme ça, hein, la politique. Lorsqu'on perd, il faut pouvoir se remettre en cause au-delà des irrégularités qu'on dénonce et autres, et puis essayer de repartir. Mais moi, je ne sais pas si je peux... Mais vas-y, continue. Et ce que je peux reprocher, je reviens encore sur les alliances. Aujourd'hui, quand on voit que la gauche perd ainsi, eux-mêmes qui sont arrivés à détruire l'alternative qui constituait à partir de 1990 et autres, ils avaient une vision, les gens les ont soutenus. Aujourd'hui, c'est pas Gbagbo, je veux leur dire cela, c'est pas Laurent Gbagbo qui est candidat pour ses lieutenants dans chaque parti, dans chaque région. Ils ont en face d'eux des gens qu'ils ont pratiqués pendant un moment.
et qu'ils reviennent, qu'on leur représente. Et lorsqu'ils font la comparaison, entre, ils comprennent que si la gauche ne parvient pas, et c'est là que, lors de sa conférence de presse, quand Laurent Gbagbo dit, par exemple, que son rôle, ce n'est pas d'organiser l'opposition, j'ai trouvé que c'était une grosse boutade. Parce que lorsqu'on a l'ambition de gagner, surtout qu'on se connaît les scores, parce que quand on prend le premier tour de 2010, les présidentielles, on voit quand même les scores, ce n'étaient pas des victoires absolues, on ne serait pas allé au deuxième tour. Il faut considérer des alliances. Et les alliances, on les conforte lorsqu'on est dans une opposition. En Afrique, on dit toujours, si l'opposition se mettait ensemble, souvent elle a le pouvoir. Mais c'est parce que l'opposition a toujours en train de penser à elle-même d'abord. Enfin, chacun des partis politiques pense d'abord à lui. Ça ne peut pas marcher parce qu'en face, il y a des partis comme le HDP aujourd'hui qui sortent de la grande artillerie et qui sont souvent concrets sur le terrain. Très bien. On va terminer sur une chose. Justement, il a ouvert la parenthèse pour cela. Les grands enseignements donc, à tirer de ce scrutin, Isabelle. Moi, je veux revenir sur... Mais rapidement. Sur cette affaire de... On a 2 minutes de la fin de l'émission. Sur cette affaire de fair play. En fait, ce type de message est vraiment à encourager vivement parce que ça nous permet en fait de sortir de cette attente de résultats confligènes ou encore anxiogènes que peuvent avoir les populations. Donc, je pense que ça, c'est à encourager. Maintenant, les grandes leçons qu'on peut en tirer, j'ai envie de dire qu'on a une minorité qui est bruyante. On a en fait, un parti au pouvoir qui se déploie, mais la problématique aujourd'hui au niveau du RHDP va être... on se rend juste compte que l'opposition n'est pas celle que l'on pense. Que l'opposition est en interne au niveau du RHDP. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a bien vu des indépendants qui se sont présentés, qui sont sortis donc des rangs du RHDP, qui sont présentés. Là-dessus, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Mais tu me laisses terminer, tu me laisses terminer s'il te plaît. Vas-y. Mais qui se sont présentés contre leur propre cadre et finalement qui ont pu remporter des postes électifs. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a une minorité brouillante, mais on a un parti au pouvoir qui a une opposition en interne. Voilà ce que moi je pense en fait qu'au-delà, je pense qu'il y a la question... du fait que les gens ne croient plus forcément aux hommes politiques, rien qu'à voir enfin le taux de participation, et je pense que 2025 ou 2028, enfin, nous en dira long sur cela. Et puis après, il y a la question de la CEI qui se pose, parce que tous les partis, pratiquement tous les candidats s'en sont plaints. Il faut reformer cette CEI-là, ce ne sont pas les compétences qui manquent, ce ne sont pas les intelligences qui manquent. D'accord. Barry. Les enseignements que je tire, c'est que le parti au pouvoir continue d'étendre sa domination. Le PDCI, parti résilient, comme j'aime le dire à chaque fois, plus de 70 ans d'existence, on remarque que le V-Baoulé, ils l'ont conservé et leurs différentes communes, à Abidjan, pratiquement où ils sont dominants, ils ont encore conservé, ce qui veut dire que c'est la principale force d'opposition sur le plan statistique, électoral et idéologique. Voilà. Maintenant, revenant au PPACI, moi je ne tirerai pas des conclusions hâtives. Je pense que c'est leur première élection. Ce qui est sûr, c'est que le président Gbagbo a du boulot à faire. Et une autre chose est sûre, c'est qu'il a dit en conférence de presse, 2025 ne l'intéresse pas forcément. Les résultats qu'on a vus aux élections là, vont amener un certain nombre de questionnements à l'interne du parti. Mais je pense qu'ils tireront tous les enseignements nécessaires. Merci à vous tous. Merci d'être intervenus. Malheureusement, tu ne prendras pas la parole parce que c'est la fin de l'émission. Non, pas de souci. Demain, tu peux garder ce que tu as dit. Demain, tu peux... Elle a dit un truc à la minorité bruyante. Tu voulais revenir là-dessus. Isabelle, demain, je te permets demain de regarder. Demain, tu envoies ça. Non, mais il aura le temps d'aller chercher des éléments de langage pour me répondre. Alors que s'il répond à chose, ça sera plus dynamique. Merci, chers amis. Merci à vous tous. Et puis, félicitations à tous les gagnants de ce scrutin. On espère que nous allons aller ensemble dans le développement de notre pays, dans la paix. Shalom.